Bonjour à tous, good morning, et merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir et une chance pour nous d'accueillir une femme d'affaires qui est en fait une entrepreneuse dans l'âme. Elle est aussi discrète que déterminée. Pour la pratiquer dans plusieurs réunions, j'en ai la démonstration régulièrement. Et c'est quelqu'un qui compte dans le business du retail et de la tech aujourd'hui. Nathalie est classée, excusez-moi du peu, elle est classée l'une des femmes les plus influentes par le magazine Forbes. Elle a reçu le prix de la veuve Clicquot pour la femme d'affaires et elle est également chevalière de la Légion d'honneur. Ce n'est pas le fruit du hasard, cette reconnaissance est liée au fait que Nathalie a réussi l'exploit de redresser la Redoute, cette enseigne du retail, une marque patrimoniale qui était donnée pour morte. Et la façon dont Nathalie a redressé cette entreprise, c'est en la transformant en une enseigne, en une entreprise qui est devenue emblématique de la tech au service du retail. Alors, à l'heure actuelle, Nathalie est cofondatrice et board member de Sista. Sista, c'est une association qui focalise sur donner la possibilité aux femmes en projet de création d'entreprise d'avoir les financements à hauteur des projets d'entreprise menés par des hommes. Également, Nathalie focalise ses investissements dans la tech sur plusieurs domaines, l'éducation, le domaine de la santé avec résilience, et également dans le retail, des investissements dans Too Good To Go, Back Market, Joli Moi, qui est une plateforme de social selling qui permet de commercialiser des marques propres de produits de beauté, et également All My Keto, qui est spécialisé en termes de supermarché online, sur les produits gourmands et sur le low carb et sans sucre. Alors, la Redoute poursuit maintenant sa route au sein du groupe des Galeries Lafayette. Et Nathalie nous fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui en tant qu'entrepreneur et investisseuse à titre individuel et personnel. Nathalie, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à tous. Ravie d'être aujourd'hui ici sur le salon Retail Tech Paris. Je pense que c'est la thématique du moment, donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Et nous donc Nathalie, aujourd'hui, notre objectif, c'est que tu partages avec nous ton expérience et les key learnings, ta capacité d'avoir transformé une entreprise. C'est un thème qui est d'autant plus important que finalement la transformation d'entreprise avec le quotidien et l'accélération qu'on voit, c'est devenu un ongoing, un modus operandi que chaque chef d'entreprise doit avoir en tête. Alors, notre première question pour toi, c'est par curiosité et un peu personnelle, connaître ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à devenir l'entrepreneuse que tu es? Oui, alors je pense que ce qui me distingue, c'est le fait que j'aime l'inconnu et que j'ai pas peur de perdre, ce que j'ai en fait. Et ça, je pense que c'est essentiel. Je pense que si j'essaye de l'exprimer autrement, j'ai une curiosité incroyable et un appétit incroyable d'apprendre. Et j'ai besoin de peu pour être heureuse et peu de choses matérielles. Et je pense que ça me vient de mon histoire personnelle. Vraiment, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais c'est hyper important à comprendre. Et je pense que c'est important par rapport à tout ce qui nous arrive, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, l'IA, c'est un peu venu par surprise. Et finalement, il faut y aller, il faut se jeter corps et âme en fait, à la recherche de la pratique de l'IA. C'est mon papa qui a quitté la Hongrie en 1956. Il n'avait rien, il avait juste un manteau sur lui avec 2 Napoléons d'or cousus dans son manteau au cas où. Et ces 2 Napoléons d'or, il les a jamais utilisés. Quand il a eu ses 80 ans, il nous a donné à mon frère et à moi chacun un Napoléon, symboliquement que bon, on avait ça et cette sécurité-là, mais finalement qu'on pouvait réussir sa vie sans connaître le pays, sans connaître la langue, sans argent et être très heureux. Et ça, je pense que c'est hyper important et c'est une attitude qui m'a permis, je pense, de prendre des risques et de reprendre la Redoute qui était donnée pour morte.
parce que j'y croyais, parce que je pensais que c'était possible, et avec les équipes, on l'a fait. Et il y a un autre sujet qui, je pense, qui est extrêmement important et qui est aussi important à l'ère en fait, des changements et des évolutions technologiques. C'est le fait d'être, ça c'est L'Oréal qui dit ça, je crois, c'est le fait d'être un poète laboureur. Et pourquoi poète? Parce que j'aime rêver en fait la vision, la stratégie de l'entreprise, mais j'adore la mettre en exécution. Et je pense qu'une bonne stratégie, mais sans capacité d'exécution, ça vaut rien. Et il vaut mieux en fait exécuter, savoir être sur le terrain et faire avancer les choses que d'avoir une bonne stratégie qu'on n'arrive pas à exécuter. Et donc c'est la capacité à s'entourer d'équipes, c'est la capacité à être curieux, la capacité à remettre en question les sujets. Je pense qui me distingue et qui fait que je pense que j'ai progressé toujours en reprenant en fait des défis que personne ne voulait reprendre parce qu'ils étaient trop risqués. Bâtir en partant de zéro, remettre tout en question et s'accrocher sur ces sujets-là. Tu m'avais dit aussi un jour se tromper, mais pas trop souvent. Ce qui est quand même démontre une volonté d'avancer, de se remettre en question. Mais au-delà de ce mindset d'entrepreneur qui t'a construit, quelles sont les compétences que tu as mises en place et que tu as mobilisées pour embarquer le redressement de la Redoute? Je pense qu'il n'y a pas de secret. Hein. La tech, elle ne fera pas le travail à votre place. Ce qui compte, c'est le travail et la discipline. Je pense que c'est ce qui est de plus important. C'est bosser dur, hein, rien lâcher. Ensuite, j'ai un motto en fait, qui est apprendre et désapprendre. Je pense qu'avec la rapidité des évolutions technologiques, tous les enjeux environnementaux auxquels on fait face, il faut qu'on sache désapprendre pour pouvoir apprendre. Et ce n'est pas avec les recettes du passé qu'on va en fait inventer le futur ou faire le futur. Donc ça, c'est hyper important. C'est savoir se remettre en question et savoir en fait désapprendre. On nous apprend à apprendre, mais il faut aussi apprendre à désapprendre. Et il y a aussi un autre sujet qui est hyper important quand on fait face à tous les enjeux de transformation auxquels on fait face aujourd'hui. C'est le sujet, c'est impossible, le mot impossible n'existe pas. Et en fait, moi, il y a un truc qui me rend dingue, c'est quand on me dit on a déjà fait, ou c'est comme ça, ou en fait, c'est pas possible. Et ben si, en fait, quand on veut, on peut. Et donc, en fait, oui, c'est peut-être compliqué, ça demande peut-être des efforts, mais parfois pas tant que ça, finalement. Et du coup, je pense que ça, en termes de mindset, c'est aussi très, très important. Tu as une éthique, une philosophie de dépassement de soi assez forte, comme tu dis, qui demande un peu plus d'efforts. Mais comment tu as réussi à inclure les collaborateurs de la Redoute pour être dans cette dynamique d'entreprise? Alors, il y a deux choses, ou trois choses. D'abord, il faut prendre le temps d'aller vite. Ça veut dire quoi, prendre le temps d'aller vite? Je pense que c'est important pour aller vite, justement, et pour embrasser les transformations à un rythme accéléré et faire, en fait, la différence par rapport à la concurrence. Il faut prendre le temps d'aligner, en fait, les équipes, de leur expliquer pourquoi et comment on va faire les choses. Et ça, ce temps-là, en fait, on le rattrape 10 fois après, et ça nous permet d'aller 10 fois plus vite. Ensuite, je pense que il faut être exemplaire, c'est-à-dire que quand j'ai repris la Redoute, j'étais seule PDG de la Redoute. J'avais un projet hyper ambitieux, hyper engageant, et je savais que ça serait un peu lourd à porter pour mes deux petits bras et qu'il fallait que je m'associe. Donc je me suis associée avec Éric Courteil et on a partagé la présidence de l'entreprise. Donc je passais du statut de PDG qui contrôlait tout finalement à PDG qui partageait et qui challengeait tout avec son coprésident, et vous ne pouvez pas vous imaginer la force que ça représente. Donc il faut aussi savoir remettre en cause sa propre organisation et sa propre personnel. Parce que si on demande des efforts aux autres, il faut en faire soi-même. Et ensuite, on a fait quelque chose d'assez unique. On s'est dit que à deux, on n'y arriverait pas non plus. Et du coup, on a ouvert le capital de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs. Et on n'a pas juste ouvert un tout petit peu, on a ouvert à hauteur de 49% le capital de l'entreprise.
Mais justement, c'est une histoire unique. Ça n'existe pas, 49% du capital réparti dans l'entreprise. Est-ce que tu peux concrètement nous expliquer un peu plus ce que vous avez fait? Alors, on a fait un truc assez classique, en fait, une manco, donc où on a intégré les 50 top managers qu'on pensait essentiels en fait, pour la transformation de l'entreprise. Ce qui était un peu moins classique, c'est qu'on leur a donné 29% du capital. Normalement, en fait, voilà, quand on est accompagné par un fonds, c'est quand même beaucoup moins. Et on a fait quelque chose d'unique. Donc, on a lancé le premier fonds commun dit de placement d'entreprise de reprise. Désolé, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un véhicule qui est logé dans le plan d'épargne d'entreprise. Qu'on a pu donc abonder et tous les collaborateurs ont pu investir et l'entreprise a abondé à hauteur de 200%, ce qui veut dire que l'investissement était sécurisé, il ne pouvait rien perdre, il ne pouvait que gagner si en fait on réussissait ensemble la transformation de l'entreprise. Et ça a été un levier ultra puissant. Mais ça, c'est quand même impressionnant parce que c'est unique, même à date, en France, ça n'a pas été fait dans ces ampleurs-là. Quelle conclusion clé tu tires de ce choix que vous avez fait? Alors oui, c'est le premier et je pense que c'est le seul, alors, parce que c'est assez lourd à mettre en place. Alors l'avantage, c'est que ça permet d'aligner, en fait, c'est assez simple, hein, l'intérêt de l'ensemble en fait, des acteurs, c'est-à-dire vous avez des managers et des salariés qui sont actionnaires et donc qui ont les mêmes intérêts que vous. L'avantage du fonds commun qui est logé dans le plan d'épargne d'entreprise, c'est que c'est soumis à l'approbation de l'AMF. Il y a une société de gestion qui gère ça. Il y a un expert indépendant qui valorise tous les ans l'entreprise. Donc ça contribue à l'éducation économique, je dirais, de l'ensemble des collaborateurs. Et ça leur permet de comprendre quelles actions et quel leur impact a été sur la création de valeur de l'entreprise. Et ça, vous ne pouvez pas vous imaginer la force en fait, que ça représente. Alors, je dirais le bémol, c'est que c'est un outil à long terme. Et il y a toujours des collaborateurs qui préfèrent en fait l'appât de l'augmentation à court terme par rapport à long terme. Ça, il faut l'accepter. Et ça, c'est un key finding. C'est aussi, justement, aujourd'hui, les nouvelles générations sont plus tournées vers la recherche de sens dans leur choix d'entreprise, purpose, aussi un meilleur équilibre entre la vie personnelle et la carrière. Qu'est-ce que tu penses de ce point-là et comment intégrer plus ces nouvelles tendances et attentes? Alors, moi, je pense que, vu tous les enjeux que Thierry a évoqués tout à l'heure, les enjeux environnementaux, parce qu'en fait, en gros, oui, bien sûr, aujourd'hui, l'inflation et le pouvoir d'achat, en fait, nous fait un peu oublier ou essayer de mettre de côté ces sujets-là. C'est crucial, quoi. Je veux dire, on est en train de construire aujourd'hui le monde de demain. Si on ne construit pas avec la conscience, en fait, que le monde, il a des ressources limitées, on a un sujet. De même, en fait, la mise en place de l'intelligence artificielle va nous obliger à repenser nos modes de travail, nos organisations. On l'a entendu, en fait, il y a un certain nombre de métiers qui vont complètement disparaître, il y en a d'autres qui vont être révolutionnés. Donc, on va devoir repenser, en fait, notre organisation du travail, tout simplement. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'entreprise, on construit le monde de demain, mais pour les générations à venir. Et donc, en fait, intégrer les jeunes, pour moi, c'est essentiel, c'est clé. Et en tout cas, nous, on l'a toujours fait à la Redoute. J'en parlerai tout à l'heure un petit peu plus. On a mis en place un sparring board avec les jeunes de l'entreprise avec lesquels on évoquait en fait toutes les problématiques. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, j'en parlerai tout à l'heure un tout petit peu plus, de la puissance que ça représente, de la fraîcheur que ça apporte et de la force que ça apporte quand on intègre en fait l'ensemble des générations dans les réflexions de c'est quoi notre entreprise de demain et comment on fait évoluer notre culture. Et justement, cette inclusion, ce sentiment d'appartenance à l'entreprise, au-delà du partage du capital et de la prise en compte de générations à venir, quels sont les autres éléments que tu as mis en place pour créer cette adhésion de l'ensemble des collaborateurs en fait? Alors, au départ, c'était relativement simple parce que quand vous êtes dans une entreprise en difficulté comme la Redoute qui est donnée pour morte, vous avez une mission qui est très facilement compréhensible par tout le monde. Il fallait sauver la Redoute. Et c'était donc une mission qui nous dépassait tous.
Je pense que ça, c'est essentiel, c'est d'avoir une mission qui vous dépasse et finalement qui unisse l'ensemble en fait, des efforts et des collaborateurs. Ensuite, je dirais qu'on a aussi, bien sûr, travaillé sur un élément essentiel et qu'on avait complètement sous-estimé dans notre plan au départ. Et on va parler de tech aujourd'hui, le salon est sur la tech, mais finalement, la tech, elle est au service de l'humain. Et l'entreprise, en fait, c'est quand même un lieu éminemment social, éminemment humain. Et le plus important dans l'entreprise, c'est l'humain, c'est les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise. Donc on a travaillé sur la culture de l'entreprise. Et la culture de l'entreprise, pour nous, elle était constituée par 3 éléments fondamentaux. D'une part, l'ADN, c'est-à-dire c'est quoi les racines, c'est quoi sur quoi vous pouvez vous appuyer, qui ne changera jamais, qui sera le socle sur lequel vous allez vous appuyer pour faire vos transformations IA, environnementales, technologiques, etc. Ensuite, la culture, c'est en fait un mélange entre les valeurs de l'entreprise. Donc nous, une valeur fondamentale, c'était l'audace, c'était la créativité, mais c'est surtout les attitudes, parce que les attitudes vous permettent en fait de passer de la culture existante à la culture voulue dont vous avez besoin pour transformer l'entreprise. Et donc les attitudes, c'est la manière dont vous, au quotidien, vous gérez en fait les sujets. Et donc on a fait un énorme travail en impliquant l'ensemble des collaborateurs sur la culture de l'entreprise. Quelle était la culture, quelle était la culture dont on avait besoin pour nous transformer, pour aller vite, pour être agile, pour embrasser en fait l'innovation, pour nous ouvrir vers l'extérieur. Et je pense que ça a été fondamental en fait dans la réussite. C'est clair que changer la culture de l'entreprise, en fait, ça touche aux valeurs humaines, aux raisons pour lesquelles on agit. Donc, ça a dû être un parcours assez impliquant. Qu'est-ce que vous avez fait en termes de transmission, concrètement, de communication pour y arriver ? Alors, c'est un travail, bien sûr, de tous les jours. Au départ, quand on a présenté le projet, c'était des roadshows de 100 à 200 personnes pour pouvoir... Je pense que ce qui est le plus important, c'est pas juste présenter son projet, mais surtout écouter en fait les réactions au projet, communiquer, partager, expliquer à chacun comment il va pouvoir lui impacter ce projet positivement et faire partie de l'histoire et contribuer, parce que chaque collaborateur compte, de l'ouvrier dans l'usine ou dans le site logistique jusqu'à en fait en gros les membres du COMEX. C'est pas au niveau du COMEX en fait que l'avenir d'une entreprise se décide, c'est sur le terrain, c'est en fait au niveau dans l'exécution, voilà. Et ça, c'est chaque collaborateur. Et ensuite, un sujet qui, moi, particulièrement m'a perturbée parce que j'aime pas trop parler à la presse, mais le fait de parler à la presse, de faire des conférences, finalement, ça a rassuré l'interne. Et la confiance en interne a été créée par l'approbation, finalement, du regard. On se construit par le regard des autres, quelque part, et par le regard, en fait, que la presse a porté sur le projet de la Redoute. Donc, on a beaucoup communiqué. Tu as dû te faire violence. Voilà. Ton côté discret a été mis à rude épreuve. Tu parles justement de la création de cette confiance, confiance dans les équipes. On sent que c'est un élément absolu pour toi. Est-ce que c'est vraiment le bon pari, le pari gagnant ? Ouais, pour moi, la confiance, c'est la base de tout, d'abord. Ensuite, moi, j'ai une conviction profonde, c'est que c'est les gens qui font, qui savent. Et qu'on n'a pas besoin, alors là je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais pour moi on n'a pas vraiment besoin de cabinet de conseil, alors sauf si on veut peut-être accélérer les choses, mais finalement toutes les compétences sont en interne dans l'entreprise et c'est les gens en fait qui font, qui savent. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé tout à l'heure, on a mis en place ce sparring board et on a intégré des innovations structurantes pour l'entreprise grâce en fait aux jeunes de l'entreprise, avec lesquels on échangeait une fois par mois pour regarder les choses qui n'allaient pas et essayer de trouver des solutions. Parce que souvent, en fait, autour de la machine à café, on dit ça va pas, ça marche pas, machin truc. Ok, d'accord, et so what? Mais en fait, il y a des trucs qui vont pas et il y a des solutions à tout. Et donc, on a aidé en fait les jeunes à apporter des solutions et c'est eux qui nous ont aidés finalement. Parce qu'une fois qu'on avait retrouvé le break-even, les gens nous disaient, mais en fait, c'est quoi notre mission maintenant? Parce qu'on a sauvé la Redoute, c'est what's next? Donc on a travaillé la mission avec ces jeunes et puis l'ensemble de l'entreprise.
Plus que ça, comment dire, la stratégie, ça paraît toujours assez lointain et pas très concret. On a mis en place un forum des projets où en fait les leaders des projets technologiques, mais autres projets aussi, ont expliqué aux autres collaborateurs et les collaborateurs ont pu poser leurs questions. Donc une sorte de tech retail en fait des projets de la Redoute. Donc voilà, moi pour la confiance c'est essentiel et je pense que le savoir il est dans l'entreprise. Ce sont des convictions très profondes. Si tu fais un bilan de cette expérience, qu'est-ce que tu retiens en termes de leadership et surtout d'implication des collaborateurs dans cette aventure? Moi, je pense qu'une transformation, on va avec quelque chose de nouveau. Donc, par définition, on n'aime pas trop ou en fait, on appréhende un petit peu ce qu'on ne connaît pas. Et en tout cas, un élément clé du succès, c'est de prendre du plaisir. Et malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, malgré tous les obstacles qu'on peut rencontrer, c'est de s'amuser finalement. Parce que si on ne prend pas de plaisir à ce qu'on fait, c'est quand même compliqué de venir tous les jours et de s'arracher pour pouvoir en fait transformer et faire évoluer et transcender son entreprise. Ensuite, pour moi, il y a un autre élément de leadership qui est hyper important, vous l'aurez compris, c'est la transparence. C'est le fait de dire quand ça va, il faut le dire, mais quand ça ne va pas, il faut le dire aussi, parce que finalement, quand on sait où on va et pourquoi on y va et pourquoi on s'implique, c'est quand même toujours beaucoup plus simple. Donc je pense que ça, c'est hyper important. Toutes les révolutions technologiques, elles vont avoir un impact sur les emplois, elles vont avoir un impact sur la manière de travailler dans l'entreprise. Si on n'aborde pas ce sujet de manière très transparente avec les collaborateurs, il y aura une résistance de dingue. Alors que si on aborde ça de manière transparente, en expliquant aussi comment on va les aider à évoluer, je pense qu'ils embrasseront en fait ces transformations. Et il faut les embrasser parce que de toute manière, nos amis en fait GAFAM vont à toute vitesse. Et on a besoin en fait d'embrasser ces changements parce que c'est des opportunités de dingue pour nos business. Et si tu regardes justement sur ce parcours, quelles sont les plus belles surprises et peut-être les déceptions? Alors, la plus belle surprise, c'est l'aventure de dingue qu'on a vécue et puis le succès de la transformation. Je pense qu'on y croyait tous, sinon on ne serait pas partis dans cette aventure. Mais finalement, le fait qu'on réussisse aussi bien, je pense que ça, c'était quand même un peu une surprise. En tout cas, on n'avait jamais espéré. Et donc, on re-signerait des quatre mains avec Eric. La seule déception que j'ai pu avoir, c'est peut-être... malgré la mise en place de ce fameux fonds commun de placement de reprise, que seulement 20% des ouvriers aient en fait souscrit des actions ou acheté des actions, alors qu'on avait fait un système assez compliqué, un peu sécurisé pour que tout le monde puisse accéder aux actions. Donc ça montre qu'en termes de culture économique, on a quand même encore pas mal de choses à faire pour éduquer en fait nos enfants, les jeunes, en fait, nos ouvriers, aussi nos cols blancs aux enjeux économiques de l'entreprise. Tu me disais qu'avec le recul, cette année, tu avais eu plutôt des discussions constructives sur le fait qu'il y avait une évolution dans le paysage syndical sur ce plan-là. Oui, et puis alors ça, je dirais, c'est le corollaire, c'est-à-dire que quand vous transformez de fond en comble l'entreprise, que les gens comprennent pourquoi ils font les choses, dans quel sens on va, etc., le paysage syndical, il change. C'est-à-dire qu'on avait un paysage syndical très réfractaire qui n'était pas prêt à la discussion. Et aujourd'hui, le paysage syndical de la Redoute a complètement changé, avec des partenaires sociaux qui discutent, qui échangent, qui ont compris que l'avenir de l'entreprise passait dans le dialogue et que les avantages pour les collaborateurs passaient aussi par le dialogue. Merci Nathalie. Enfin, une dernière question. Quels sont tes projets ? Les projets, tu en as un peu parlé dans l'introduction. Moi, vous l'aurez compris, je suis une passionnée, donc je suis sortie de la Redoute. Mon enjeu maintenant, c'est d'essayer d'avoir un impact. Alors, je vais relancer un projet entrepreneurial, donc je ne peux pas parler aujourd'hui, mais qui ne sera pas dans le retail, voilà. Et par ailleurs, en fait, j'investis dans des sociétés, des jeunes sociétés, pour moi, qui sont en train de créer le retail de demain. Donc, tu as parlé de deux sociétés auxquelles moi, je crois très fort. C'est Joli Moi, donc, qui est une plateforme de social selling. Parce qu'à l'heure en fait, des réseaux sociaux, je pense que vous avez tous
peut-être les moins jeunes, les plus jeunes, pardon, pas, mais des jeunes à la maison qui sont scotchés sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, on voit la force de la recommandation de ces réseaux sociaux. Et donc, je crois à la force du social selling soutenu par une plateforme technologique. Globalement, je crois aussi à tous les concepts retail qui essayent de réinventer le commerce en ayant un impact et en essayant d'apporter des réponses en fait aux enjeux environnementaux. Donc voilà la manière dont je procède. Et je fais partie de 50 Partners, qui est un incubateur en fait qui accompagne des jeunes pousses. Ça me permet de rester en fait au jus et puis de suivre en fait toutes les innovations et idéalement de soutenir les innovations. Merci beaucoup Nathalie, merci pour cet échange très riche en partage.